Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Transfuge de l'univers DC Comics. L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne. Mais c'est un bombardier. Je m'appelle Groot. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. On va tous mourir. Si seulement. Pour changer le nom, c'est trop tard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comicspeak. Je suis Baptiste pour vous présenter cette émission qui sélectionne pour vous le meilleur des comics VF à sortir lors du mois suivant. Dans ce numéro 2 de Comicspeak, nous allons nous focaliser sur les sorties de juillet en respectant le même schéma que l'émission précédente, à savoir une sélection de 3 titres à sortir et un focus sur la grosse sortie à ne pas rater en ce mois de juillet. Au programme American Ronin, de Peter Milligan et Echo, le What If Volume 1 chez Panini Comics, The Worst of Suicide Squad chez Urban Comics et les archives de la Suicide Squad Volume 3. Comicspeak numéro 2, ça commence maintenant. C'est parti. Premier élément de sélection de ce numéro 2 de Comicspeak, American Ronin. Ça sortira le 15 juillet chez Panini Comics pour le prix de 18€ et ça pour 144 pages. C'est une mini-série écrite par Peter Milligan et dessinée par le dessinateur qui s'appelle Echo. American Ronin, ça a ce titre un petit peu de film d'action, et c'en est un, ce n'est pas un film d'action mais c'est un comics d'action, mais une action assez particulière parce qu'en soi, American Ronin, on va pas y aller par 4 chemins, c'est sympa. C'est vraiment très sympa parce que c'est incroyablement original, et c'est justement sur ce point qui fait à la fois sa grande qualité, mais en même temps, ce qui me fait douter un petit peu de l'avis général que va pouvoir recevoir American Ronin lors de sa sortie. Je m'explique. American Ronin, c'est l'histoire évidemment d'un assassin. Un assassin qui a pourtant pour arme principale son empathie. C'est donc à travers des dialogues, à travers une compréhension de l'autre, que American Ronin, autrement dit le Ronin, va réussir à tuer ses cibles. Parce qu'en dehors de ça, American Ronin emprunte beaucoup, vraiment beaucoup, à Wolverine. Et quand je parle de Wolverine, je pense surtout à cette série dans Marvel Comics Presents Weapon X, où on voit justement les origines de Wolverine, l'expérience scientifique, puis justement cette mémoire effacée et cette tentative de vengeance par la suite envers ceux qui l'ont créé. Et donc Ronin semble vouloir justement se venger de ces scientifiques et va avoir, un petit peu à la manière d'un Kill Bill, avoir un carnet de ces personnes contre qui il souhaite se venger. Donc voilà, Ronin, c'est en soi un Wolverine beaucoup trop sensible. Le problème, et encore une fois, qui constitue également une qualité du titre, c'est sa narration. Peter Milligan, si vous avez déjà lu, il s'intègre beaucoup maintenant dans le milieu du comics indépendant. Il y a quelques années de cela, on a eu, je crois chez Panini Comics aussi, la version française d'un comic qu'il a appelé La Discipline, une sorte de comics érotico-horrifique très particulière. Et en fait, Peter Milligan reste vraiment braqué sur cette manière de faire du comics comme personne n'ose le faire. Ce qui fait qu'American Ronin, eh bien en fait c'est fragmenté. On a des morceaux d'informations à gauche à droite, et en fait il va falloir arriver à la fin du comics pour comprendre petit à petit qui est ce fameux Ronin et qu'est-ce qui le caractérise. Parce que pendant un bon moment, vous allez suivre le personnage principal uniquement à travers sa capacité qui est censée le caractériser. Il tue des gens pour des contrats, par motivation personnelle, à travers justement sa propre méthode. Autre point particulier, c'est que Peter Milligan, le scénariste, cherche à brouiller les pistes, et pour ça, il emploie une écriture confuse. Et pour brouiller les pistes, il le fait très bien, voire même trop bien. Ce qui me fait dire que American Ronin va avoir besoin de plusieurs lectures pour être bien compris, et pour être apprécié. Et pour ça, la collaboration entre Peter Milligan et Echo est vraiment bien trouvée. Echo, c'est un dessinateur qui a travaillé chez Marvel et qui m'avait vraiment bluffé sur Fury. Fury qui était un comics sorti chez Panini Comics, un récit complet écrit par James Robinson, que je vous recommande vraiment beaucoup si vous appréciez un minimum le Nick Fury. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait Echo reprend un petit peu ce qu'il a déjà fait là-dessus, sur l'aspect un petit peu psychédélique et justement qui entraîne la confusion. Mais Echo va encore plus loin. Plutôt qu'un rapport psychédélique avec beaucoup de couleurs, flash et des éléments disproportionnés, là il va partir sur une narration avec des cases composées uniquement de gros plans. On va avoir des cases
focaliser sur des éléments précis de l'action, mais on va manquer de certaines informations. On va aller chercher, essayer d'imaginer ce qu'il peut y avoir autour, et ça va entraîner toujours plus la confusion. Les actions se succèdent, elles sont brèves, et elles sont rapides. Ce qui fait que les scènes d'action sont courtes, mais intenses. À côté de ça, on a évidemment un rapport au psychédélique, et là, c'est vraiment le concept, encore une fois, très singulier de Peter Milligan. Peter Milligan, c'est un scénariste qui a souvent des idées très originales, très farfelues, et qui va aller au bout. Il n'a aucune limite. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour un titre indépendant comme ça. Ce qui fait que le personnage principal, il va user de son empathie comme d'une arme, et il va réussir à récupérer des informations, faire des sortes d'interrogatoires, en s'injectant du sang de ses victimes dans les veines. Oui, c'est assez farfelu. C'est des concepts auxquels on peut ne pas être en accord du tout, ça peut même nous faire sortir de l'histoire. Et c'est ce que j'ai vécu aussi avec American Ronin, et avec la discipline avant. Mais Peter Milligan, c'est vraiment un scénariste qui mérite qu'on fasse l'effort de le comprendre. Ce qui me fait dire ici qu'en fait, American Ronin, je vous le conseille, mais vraiment avec un avertissement. Ne vous jetez pas dessus si vous êtes consommateur de comics mainstream, que vous cherchez un titre d'action bas du front, qui ne demande pas énormément à réfléchir. Parce qu'American Ronin, c'est un titre d'action, qui emprunte aussi pas mal de grandes lignes à des films d'action classiques, mais qui a une narration assez complexe, vraiment farfelue. Donc si vous aimez l'originalité, foncez, vous ne serez pas déçus. On va passer de l'indépendant chez Marvel avec du classique qu'on n'attendait pas et que je n'attendais vraiment pas à voir ici en France, c'est What If, premier volume. Dans la gamme classique de Marvel, ça reprend l'épisode 1 à 6 de la toute première série What If de 1977. C'est un premier volume à 24€ pour 200 pages, comme quoi il n'y a pas qu'en indé que Panini pique un peu. What If, c'est la série qui répondra avec plaisir à toutes les questions que vous avez pu vous poser sur les terres parallèles de Marvel Comics, les réalités alternatives où telle chose aurait pu se produire ou telle autre chose. Par exemple, dans ce premier volume de What If, on répondra à la question « Et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques ? Et si Hulk avait le cerveau de Banner ? Et si les Avengers n'avaient jamais existé ? Et si Captain America n'avait pas disparu après la guerre ?» Donc ce sont des premières questions qui ont été posées par Marvel Comics, et j'ai envie de dire par Roy Thomas, puisque c'est lui le scénariste de tous ces volumes-là, l'initiateur de cette série, celui qui a édité et créé What If. Parce qu'en fait, Roy Thomas, c'était le bras droit de Stan Lee. C'était le fanboy qui avait rejoint Marvel Comics à ses tout débuts. Et c'est aussi un scénariste qui est réputé à la fois pour avoir créé des personnages, mais surtout pour les avoir recyclés. C'est lui qui, justement, s'était dit, on a trop de personnages, il faut qu'on les réutilise, il faut qu'on les entretienne, il faut qu'on leur donne de la vie en permanence. Et avec What If, en fait, il a prolongé cette idée encore plus loin. Il s'est dit, on peut même recycler l'histoire de Marvel Comics. On peut recycler nos histoires, nos concepts, et essayer de voir ailleurs. Parce que quand on y regarde bien, et si Hulk avait le cerveau de Banner, ça a été réutilisé encore il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, par, si je ne me trompe pas, par Mark Waid. Donc ces premiers épisodes sont bien en rapport avec l'histoire à l'époque, donc en 1977, on n'avait pas encore de grands événements à revisiter, on revoyait surtout les concepts de base de l'univers de Marvel Comics et de ses premiers personnages. Du côté des artistes, on retrouve une panoplie d'artistes différents épisode après épisode. On retrouve d'abord Jim Craig, qui est un petit peu un artiste de passage chez Marvel, puis Herb Tramp, qui est un grand dessinateur de Hulk, et qui s'occupe du coup de l'histoire Et si Hulk avait le cerveau de Banner. C'est également le co-créateur de Wolverine avec Len Wein. On a ensuite Gil Kane, qu'on ne présente pas, c'est le plus grand dessinateur de Green Lantern, un grand dessinateur de chez DC Comics, qui a aussi beaucoup travaillé chez Marvel. On a ensuite Frank Robbins pour une histoire sur les Invaders, et il a été également dessinateur sur le titre Invaders, également scénarisé par Roy Thomas. Puis on a George Tosca, un très grand dessinateur de Iron Man et des Avengers, un artiste vraiment qui n'est pas très connu en France, mais qui mériterait plus de reconnaissance. On a ensuite Rick Oberg, qui est également un ami de Roy Thomas, avec qui il a travaillé sur All-Star Squadron. Donc c'est vraiment une sorte de microcosme, une petite équipe de dessinateurs sur ce premier volume, qui sont pour la plupart des proches de Roy Thomas. What If, ça reste l'une des grandes séries de l'univers Marvel, qui est devenu un concept caractérisant même l'identité de la marque Marvel. C'est un titre
incroyable qui a marqué la fin des années 70 et le début des années 80. Et si je partage un petit peu ce désarroi vis-à-vis du prix indiqué par Panini Comics par rapport à la quantité proposée, eh bien en fait ça n'enlève rien au contenu proposé qui remet en question les concepts principaux, les concepts premiers de l'univers Marvel et des premiers personnages. Du côté d'Urban Comics, il y a quand même un événement à fêter en ce juillet. C'est la sortie du nouveau film Suicide Squad, celui réalisé par James Gunn. Et pour l'occasion, Urban ne fait pas les choses à moitié. On a toute une vague de titres Harley Quinn et Suicide Squad qui reviennent en juillet. Réédition avec la Suicide Squad des New 52, mais également du contenu inédit avec ici The Worst of Suicide Squad. J'aurais à la base voulu vous parler de l'album Peacemaker. Et j'ai finalement été surpris de voir le contenu de The Worst Of. The Worst Of que je pensais être juste une sorte de grande compilation, une sorte d'anthologie bateau avec des titres un petit peu sortis de leur contexte concernant la Suicide Squad, eh bien se révèle beaucoup plus intelligent que ça. Donc The Worst of Suicide Squad, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un sacré michoui. C'est un sacré michoui puisqu'on a énormément de contenu. C'est proposé au prix de 35€, prix maximal proposé par Urban Comics en dehors des gammes de luxe, pour 472 pages. Ça sort le 9 juillet évidemment, comme beaucoup de cette gamme-là, de cette gamme pour préparer la sortie du film, et ça compile beaucoup de numéros. Pour commencer, ça compile The Brave and the Bold numéro 25. Pourquoi est-ce que c'est important ? The Brave and the Bold, c'est pas uniquement Batman en équipe avec quelqu'un. Ça a été vrai par la suite lorsque DC s'est rendu compte que le personnage le plus vendeur était Batman. Et ça, on le voyait déjà dans les années 80. The Brave and the Bold numéro 25, c'est la création de la Suicide Squad. C'était la toute première version, qui était en fait un groupe de militaires. Donc vraiment pas grand chose à voir avec la Suicide Squad telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour ça, The Worst of Suicide Squad compile également la mini-série Legends numéro 1 à 4 qui voit la création du concept moderne de la Suicide Squad. Legends 1 à 4, c'est par contre la création de la Justice League des années 80. C'est un petit peu le premier événement post-Crisis qui est venu justement présenter une version moderne, plus jeune, plus dynamique que la précédente, la nouvelle version de l'univers d'ici. Dans cette continuité, on va avoir l'arrivée de certains personnages qui vont par la suite intégrer la Suicide Squad. Ce qui fait qu'ici, on a beaucoup de personnages présentés dans leur première apparition ou alors dans une aventure plus ou moins complète. Par exemple, dans Superman 4, on a Bloodsport, le personnage principal du film, dont on va avoir ici les agissements juste avant le film. En fait, c'est un numéro Superman 4 des années 80, écrit et dessiné par John Byrne, et c'est dans ce numéro-là que le personnage va tirer sur Superman. Ça, on le voit déjà dans la bande-annonce, et on sait déjà que s'il est incarcéré et qu'il rejoint la Suicide Squad, c'est pour ces raisons qui sont les mêmes que dans les comics. Et là-dessus, on va rencontrer plein de ces personnages présents dans le film, des personnages secondaires que Urban va nous présenter ici à travers différents éléments. Donc on a vraiment de tout, du Booster Gold, du Green Lantern, du Vigilant, du Flash, du Detective Comics, du Superboy, du Superman, et j'en passe. On a également un petit peu de moderne avec Harley Quinn and the Suicide Squad April's Fool's Special numéro 1, qui est un petit peu ce vilain petit canard dans toute la compilation. Quelque chose de beaucoup plus moderne avec une Suicide Squad un peu moins caractérielle, un petit peu trop banalisée, mais c'est un contenu bonus vraiment pas dérangeant. C'est du coup une très bonne sélection et beaucoup de contenu inédit. Donc pour ça, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire un must-have, mais quelque chose qui était vraiment intéressant. D'autant plus qu'on a la première apparition de la Suicide Squad. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc pour le prix, pour le contenu et pour le contenu inédit, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant à prendre, si d'autant plus vous avez envie de voir le film. S'il y a une chose à lire avant d'aller voir le film, c'est sans doute cet album-là, une très bonne compilation prévue par les éditeurs de Urban Comics. Mais si vous voulez prolonger le plaisir, et bien là, il faudra voir du côté de Focus, avec les archives de la Suicide Squad tome 3.
Tu n'as pas bien saisi, fiston. Là, on n'est pas dans un bourbier. On est dans un bloc opératoire. Et c'est moi le chirurgien. Il y a vraiment du bon à avoir des adaptations. Les Archives de Suicide Squad, c'était une collection lancée par Urban il y a un petit moment, et après la sortie du volume 2, plus de nouvelles. Et là, avec cette annonce du film fin juillet, Urban se dit « Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer ? On va reprendre les Archives de Suicide Squad avec le tome 3 et le tome 4 qui sortira en décembre. Enfin, du moins la prévision est pour le moment en décembre. Donc ça fait vraiment plaisir parce que là, avec les 4 tomes prévus, eh bien on aura l'intégralité de la série de John Ostrander en VF. Donc faut savoir que les Archives de Suicide Squad, même si ça s'appelle les Archives, que c'est une série qui date des années 80, eh bien c'est inédit. C'est vraiment inédit en VF, et pourtant c'est le titre marquant de la Suicide Squad. C'est sur ce comics que s'est appuyé James Gunn pour créer son film. Si justement je vous ai parlé de The Worst Of avant et que je vous l'ai recommandé dans un premier lieu, c'est surtout parce qu'en fait dans The Worst Of vous avez Legends qui est là pour amener la création de la Suicide Squad moderne créée par Amanda Waller. Mais après Legends, eh bien en fait il y a d'autres choses. Il y a les Archives de Suicide Squad où en fait l'équipe est réunie pour d'autres missions. Et c'est là toute la capacité de John Ostrander à écrire la Suicide Squad. John Ostrander c'est le scénariste de Legends, puis de Suicide Squad. Et Suicide Squad, à cette période-là, était l'un des titres principaux à lire dans l'univers d'ici. Les Archives de Suicide Squad, c'est un éventail de qualité. C'est une équipe de personnages secondaires, des méchants avec des caractères très différents. On a celui qui prend tout à la légère, du type Captain Boomerang. On a celui qui prend tout beaucoup trop au sérieux et qui en subit les conséquences psychologiques, Rick Flag. Et d'autres éléments sérieux mais pas trop, qui sont surtout là pour une raison sociale avec par exemple Vixen, Bronze Tiger, et d'autres un petit peu plus homme à tout faire avec Deadshot qui est là généralement pour l'aspect dramatique. Ce qui fait que Suicide Squad, eh bien, c'est un mélange des registres. C'est extrêmement violent, et dans le extrêmement violent, je pense au langage, je pense à la violence physique, à la violence visuelle, surtout quand on met en scène parfois certains super-héros. C'est très drôle, on a ce fameux mystère de l'individu qui balance des tartes à la crème hors champ et qu'on ne peut pas voir et que même les personnages n'arrivent pas à voir. Donc toute une enquête en interne là-dessus qui est là pour apporter un petit peu de ridicule, un petit peu d'humour. Et à côté de ça, des relations entre les personnages et des thématiques sociales également sérieuses. Donc on a un rapport entre le sérieux, le second degré, qui est vraiment très bien dosé, puisqu'on peut passer d'un drame à un gag, à un nouveau drame, et ça sans jamais qu'il y ait cet effet, vous savez, de désamorçage. Cet effet où la blague va venir atténuer tout le poids dramatique. Et bien justement, c'est là où Ostrander est vraiment très bon. Il arrive à le faire d'une page à l'autre, mais aussi parfois, lorsqu'il y a des événements très importants, il arrive à le faire en se concentrant sur un seul registre, sur un épisode. Un épisode peut être une histoire complète, comme il peut y avoir plusieurs événements. Par exemple, il va y avoir dans le tome 2 le crossover avec l'équipe Checkmate, puis un crossover avec la Doom Patrol, je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou 2, mais bref, on a ces éléments-là, ces crossovers, qui font que la Suicide Squad est vraiment le point culminant où interagit tout l'univers d'ici. Parce que la Suicide Squad a dès le premier volume un crossover avec la Justice League, la toute nouvelle Justice League gérée par Batman, dirigée par Batman, et ce crossover va avoir une importance capitale dans la suite des aventures de la Justice League internationale. Pareil, on a un mélange des registres, on a aussi un mélange des univers, parce qu'en fait, la Suicide Squad prend telle quelle toutes les facettes de l'univers d'ici. La facette politique, la facette sociale, la facette super-héroïque, et la facette géopolitique, mais aussi la facette cosmique. On va avoir des événements en rapport avec Apocalypse. Mais voilà, on a tous ces éléments-là, et puis on va se rendre compte que Amanda Waller n'est pas juste le tyran de service, mais plutôt une personne qui sert d'entremetteur, et un entremetteur qui essaye d'être actif, et justement d'avoir le dernier mot sur tout. Pareil, c'est dans ces éléments-là, dans ces volumes-ci, que vous saurez pourquoi Amanda Waller a ce caractère-là. Pourquoi elle est comme ça aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, on l'écrit de telle manière et c'est tout. On n'a pas plus d'informations. Alors qu'en réalité, eh bien, il y a des justifications. Il y a des causes. Et ces causes, elles sont dans les archives de la Suicide Squad. Les archives de la Suicide Squad, c'est vraiment la collection à se faire en 4 volumes, à lire intégralement, pour vraiment être un collab sur la Suicide Squad. Alors si vous avez envie de vous faire un classique avec une collection pas forcément très longue et pourtant des volumes massifs, eh bien les archives de Suicide Squad c'est vraiment une série en or. Il y a très peu d'épisodes faibles et les faiblesses viennent généralement de la partie graphique parce qu'on a en général Luke McOdonnell qui est un dessinateur incroyable. Alors c'est un style des années 80, une colorisation qui peut paraître un petit peu datée avec des aplats de couleurs, mais pourtant on a une conception de l'art de la bande dessinée dans une forme cinématographique très puissante. Et lorsqu'il ne s'agit pas de McOdonnell, eh bien on peut avoir d'autres dessinateurs qui ont un style similaire, mais avec une mise en page un petit peu différente, et donc parfois des dessinateurs un peu moins bons venus remplacer. Donc un style parfois un peu caricatural, mais c'est vraiment sur très peu d'épisodes. Et ça n'enlève rien au contenu de l'épisode, à l'histoire et à sa progression, qui est toujours drôle, touchante, et ça vous permettra de rencontrer des tas de personnages, que ce soit des super vilains mais aussi des super héros, de l'univers d'ici que vous ne connaissez pas encore forcément, ou alors peut-être pas forcément très bien. Donc si vous avez une lecture de l'été à vous faire chez DC, eh bien c'est largement les archives de Suicide Squad. Et voilà, c'est tout pour Comicspeak, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission sur notre plateforme. J'espère que mes recommandations vous permettront d'y voir toujours plus clair dans vos futurs achats, vous permettront de passer un bon été avec de bons comics à vos côtés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les albums que vous attendez le plus en ce mois de juillet, et s'il y a un titre en particulier dans ma sélection qui vous attire. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection des futures sorties comics. En attendant, restez curieux et restez passionnés. À très vite.